Bonsoir à tous, il est 22 h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Lancement officiel aujourd'hui des activités de l'Agence djiboutienne des normes et de la qualité, une cérémonie qui s'est déroulée sous le parrainage du ministère du Commerce. Et aux États-Unis, l'ouragan Ian a provoqué des inondations catastrophiques dans l'État de Floride. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a, à l'occasion de l'anniversaire de la fête nationale chinoise, souhaité succès et réussite au président Xi Jinping. Intervenu dans un télégramme de félicitations, ses vœux du chef de l'État ont également été étendus au peuple ami chinois, auquel le président Guelleh a souhaité davantage de progrès, de prospérité et d'épanouissement. La Chine est d'autant plus légitime à placer dans le faste de la grandeur l'anniversaire de sa fête nationale qu'elle a réalisé l'exploit de faire dériver le développement durable propice à son rayonnement à travers l'inventivité, la créativité et l'ingéniosité de son peuple, a écrit le numéro 1 djiboutien dans le message transmis à son homologue chinois. Nul doute que la Chine fait depuis longtemps office de modèle pour toutes les nations qui aspirent à l'essor durable, a-t-il noté dans le même document, se réjouissant des liens privilégiés d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Le chef de l'État a mis aussi à profit ce télégramme pour réitérer la détermination de la République de Djibouti à œuvrer en permanence en faveur de la préservation et de la promotion des partenariats stratégiques et gagnant-gagnant, largement entérinés dans tous les secteurs de développement entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine. L'inauguration des activités de l'Agence djiboutienne des normes et des qualités s'est tenue ce matin en présence du ministre du Commerce et du Tourisme, du ministre de la Décentralisation et du ministre de l'Énergie, ainsi que du directeur général de l'Agence djiboutienne des normes et de la qualité. Cette cérémonie qui actait donc la mise en service de cette agence de normes et de la qualité sous tutelle du ministère du Commerce et du Tourisme a été créée en 2021 et a été mise en service en 2022 et qui a pour mission d'élaborer et d'homologuer les normes et donc les normes de tous les secteurs d'activité, d'assurer la certification de la conformité des normes, de promouvoir les normes et la qualité auprès des administrations publiques et parapubliques et des organismes du secteur privé, de suivre la coopération entre les organismes internationaux. Durant leur visite dans le locaux de la nouvelle agence, les membres du gouvernement ont pu donc suivre les explications du directeur général de l'agence djiboutienne des normes et de qualité qui a indiqué donc que le rôle et les missions de l'agence étaient donc de contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de la normalisation et de la qualité à Djibouti afin de construire avec les parties prenantes une économie structurée, performante, compétitive, respectueuse de l'environnement et du bien-être des Djiboutiens. Et je vous propose à présent de suivre l'intervention du directeur général de l'Agence djiboutienne des normes et de la qualité, Awale Ousmane Diama. Réunis aujourd'hui pour l'inauguration des activités de l'Agence djiboutienne des normes et de la qualité. Cette agence permettra de doter le pays d'un système efficient d'infrastructures de qualité. En effet, la République de Djibouti souhaite devenir un pays émergent dans sa diversité à l'horizon 2035 et à travers une parfaite intégration économique, commerciale et financière. Ce choix d'ouverture, qui doit être accompagné par des mesures de renforcement de la compétitivité de l'économie. Et l'agence des normes y participera en apportant sa pierre à l'édifice. D'un autre côté, le développement économique impose le développement d'un système national efficient de la normalisation et de la promotion de la qualité. Cela permettra d'augmenter et d'améliorer la compétitivité de nos entreprises, tant au niveau local qu'au niveau international. Cela permettra à Djibouti de jouer pleinement son rôle de moteur commercial de la sous-région. C'est en prévision d'un tel enjeu que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a décidé de créer l'Agence djiboutienne des normes. Elle constituera un levier stratégique de la politique économique nationale de nature à permettre aux acteurs économiques d'obtenir des avantages concurrentiels dans les échanges commerciaux à travers notamment la production et l'exploitation des produits locaux qui répondent aux exigences en matière normative internationale. Mais avant toute chose, elle permettra de garantir la sécurité
des consommateurs djiboutiens sur les produits vendus sur le territoire national, l'Agence djiboutienne des normes aura la charge d'élaborer, d'homologuer les normes de tout le secteur d'activité. Dans ce sens-là, elle sera accompagnée des acteurs privés, de la société civile et des institutions publiques. Et à l'issue de cette cérémonie, notre équipe de reportage a pu recueillir pour nous les impressions du ministre du Commerce. La création de cette agence s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la normalisation, de la métrologie, d'accréditation, mais surtout dans le domaine de la promotion de la qualité des produits et des services. Donc je voudrais particulièrement remercier le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a voulu doter notre pays d'une telle agence dans le souci surtout d'assurer ou de garantir la sécurité alimentaire de nos concitoyens. Dans l'actualité également, aujourd'hui, le Palais du Peuple a servi d'auditorium pour la cérémonie de clôture de Rising Djibouti. Alors, il faut rappeler que ce projet d'envergure avait pour mission de relancer la reprise économique et atténuer les effets de la crise sanitaire de la Covid-19 qui a largement impacté l'économie djiboutienne. Cette initiative avait pour objectif de faire redresser l'économie des petites et moyennes entreprises de la région et surtout ceux de l'agro-business. Ce projet, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement et l'USAID, avait aider les entrepreneurs à surmonter la crise de la Covid-19. Le projet avait pour mission de soutenir les moyens de subsistance et des possibilités d'emploi existants et nouveaux à Djibouti en ciblant principalement les options de subsistance basées sur l'agriculture et la pêche. Plusieurs jeunes porteurs de projets ont bénéficié de cette initiative, ce afin donc de créer des opportunités d'emploi et améliorer les liens avec le marché des produits et services domestiques grâce aux applications numériques et aux partenariats avec les débouchés du secteur privé. Ainsi, ce projet a contribué rapidement à améliorer les moyens de subsistance et le redressement socio-économique de plus de 5000 bénéficiaires et renforcer ainsi l'inclusion sociale des jeunes les plus défavorisés et des jeunes sans emploi. Depuis son lancement, ce projet a contribué au renforcement de l'engagement communautaire dans les 143 localités de Djibouti, une formation des jeunes issus de toutes les régions et de la capitale à l'approche du social business, un appui à la croissance et au développement de 50 micro-entreprises sociales, en plus de donner les micro-subventions basées sur la performance. À Arta, donc, Dikil et Ali Sabier, une formation pour les agriculteurs sur les techniques agroécologiques et distribution de kits agricoles et une distribution de kits de pêche à 365 pêcheurs d'Obok et de Tadjoura. Je vous propose de suivre à présent les discours ou les interventions des représentants du PNUD et de l'USAID. Un chemin a été parcouru depuis que le projet a été lancé en décembre 2020 avec mon prédécesseur. Et c'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui de partager que ce projet a été un succès à plusieurs égards. Plusieurs personnes dans les régions, à travers l'ensemble du pays, ont été touchées. Nous avons, avec Rising Djibouti, réussi à mettre au centre de nos préoccupations l'être humain, au cœur du développement. Cela a été présenté tout à l'heure. Nous avons commencé par écouter les populations dans les régions. Donc, plusieurs sessions d'engagement communautaire ont été menées dans près de 143 localités couvrant l'ensemble du territoire national. Ces efforts nous ont permis donc d'inclure la voix des communautés dans nos processus d'identification et de planification des activités. Nous avons également, au cours de Rising Djibouti, consenti des efforts très conscients et sincères pour nous assurer que nous alignons sur les efforts du pacte de solidarité nationale qui a été décliné à la suite de la Covid, mais également au niveau du plan national de développement Djibouti ici. Et comme vous le verrez, je pense qu'à travers les résultats de ce projet qui vous seront présentés tout à l'heure, 5 piliers importants ont été touchés. L'entrepreneuriat des jeunes, l'économie verte à travers l'agro-business, l'économie bleue à travers l'appui aux pêcheurs, les services sociaux à travers plusieurs réhabilitations d'ouvrages pour l'accès à l'eau, pour la production, mais également l'accès au financement et au marché.
La cérémonie d'aujourd'hui marque la fin officielle de l'activité Rising Djibouti, que nous mettons en œuvre collectivement depuis 21 mois pour soutenir la reprise économique post-Covid. Le gouvernement américain, à travers le USAID, a fourni 2,5 millions de dollars pour aider les femmes et les hommes djiboutiens à se remettre des effets économiques de la pandémie. Le USAID et ses partenaires, notamment le PNUD, le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de l'Économie et des Finances, ont collaboré pour renforcer la résilience économique des Djiboutiens après la pandémie de la Covid. Même si, heureusement, le taux d'incidence de la maladie est diminué, nous devons rester vigilants. Et enfin, le ministre des Finances, Ilyas Moussa Daoualé, a précisé que l'entrepreneuriat des jeunes et leur accompagnement était une des priorités dans l'action du gouvernement. On écoute le ministre. Beaucoup de jeunes ont des idées, n'ont pas forcément des idées structurées. Beaucoup de jeunes ont l'envie de réussir, mais ils n'ont pas toutes les conditions nécessaires pour passer par le process nécessaire. Certains ont des connaissances scientifiques, mais n'ont pas forcément une connaissance en termes de présentation de projets ou la manière de pitcher devant un jury pour être sélectionné. Donc, ce projet a permis, entre autres, cela. Et moi, dans ce processus, ça a été une belle occasion également de découvrir davantage de talents djiboutiens. Certains éduqués, certains diplômés universitaires, d'autres n'ont pas forcément été à l'école, mais Dieu leur a offert une finesse à produire des choses extraordinaires. Mais on a vu aussi beaucoup de Djiboutiens produire. Je ne sais pas combien vous estimez les Djiboutiens qui produisent des fruits et légumes, notre assiette actuellement. Moi, comme beaucoup d'autres, j'ai été surpris durant ce processus de Rising Djibouti, le nombre de jeunes, moins jeunes, agro-entrepreneurs, artisans agricoles, et ce qu'ils ont pu exposer lors de du premier forum agro-business en partenariat entre les différentes parties, mais également à Djibouti l'année dernière. Et vous avez vu, je ne peux pas vous raconter davantage, des produits dont on n'a jamais soupçonné que nous pouvons cultiver à Djibouti. J'en ai même eu l'occasion d'apprécier des pâtes de moringa, des pâtes à tartiner faites de moringa. On a vu des patates douces, bien plus grosses que celles en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest. C'est pour dire, quand nous mettons l'effort ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Je ne suis pas en train de dire qu'on va transformer Djibouti en pays agricole. Ce n'est pas vrai. Mais aujourd'hui, la technologie, la connaissance a permis d'élever beaucoup d'obstacles, y compris quand il s'agit de pénuries d'eau. Et ce projet a montré la capacité des Djiboutiens à pouvoir créer des emplois, créer quelques richesses, même quand ce n'est pas beaucoup, mais produire surtout de la sécurité alimentaire pour nos propres compatriotes. Je fais partie de ces optimistes et je reste engagé sur l'autonomisation de l'assiette djiboutienne. Dans l'actualité, toujours, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a reçu ce matin dans son cabinet les responsables des compagnies d'assurance automobile. Et cette rencontre a vu la participation du secrétaire général par intérim, Abdelkader Mohamed Garad, des directeurs généraux des hôpitaux publics ainsi que des cadres du ministère. Cette réunion de travail avait pour objectif de discuter sur la prise en charge des accidentés de la route pour rappel de la loi portant réglementation aux entreprises d'assurance qui prévoit le remboursement des frais de soins médicaux et des rééducations des victimes des accidents de la route. Le ministre a d'abord remercié les responsables des compagnies
donc d'assurance pour avoir répondu à son invitation en rappelant l'importance que revêt cette rencontre dans le cadre de l'amélioration et la prise en charge adéquate des accidentés de la route. Ainsi, les deux parties ont convenu de la mise en place d'un comité technique composé des représentants du ministère de la Santé et des compagnies d'assurance présentes en République de Djibouti. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle poursuit sa visite officielle à La Havane, la capitale cubaine. Ce déplacement qui avait pour but de permettre au ministre et à son équipe de prendre connaissance de plus près des facteurs clés qui sont au fondement même de la réussite du système éducatif cubain dans le domaine de l'éducation inclusive. Au cours de cette importante mission, une attention toute particulière a été apportée à l'éducation des enfants à besoins spéciaux. Ainsi, le ministre Mustafa Mohamed Mahmoud, accompagné de notre ambassadeur à Cuba, Nasser Mohamed Ousbo, et de sa délégation, a pu apprécier l'excellence du savoir-faire du pays hôte dans la prise en charge éducative et thérapeutique des élèves à besoins spéciaux lors de leur visite d'un centre de référence régional. Et le ministre a amplement souligné dans ses différentes interventions que son déplacement à La Havane a été en grande partie motivé par le souci de tirer meilleur profit de l'expertise cubaine afin que nos enfants à besoins spéciaux puissent bénéficier dans leur prise en charge des conditions optimales propres à favoriser leur épanouissement et leur bien-être. Il est à noter donc à cet égard que permettre à notre école d'être pleinement inclusive est une ambition forte du président de la République qui a fait de la prise en compte des besoins éducatifs particuliers une priorité de l'action gouvernementale. C'est dans cette optique qu'un centre de référence flambant neuf dédié aux enfants à besoins spéciaux sera prochainement inauguré. Et dans le cadre de cette visite officielle, des réunions coprésidées par les deux ministres, les visites dans les établissements d'enseignement de référence et les échanges avec les acteurs des domaines identifiés ont été l'occasion pour les deux parties de partager leurs expériences, de cerner les synergies et de dégager les axes d'une coopération efficace et durable formalisé dans un accord cadre de partenariat. Ce partenariat qui permettra de doter notre pays en spécialistes dans la prise en charge thérapeutique et en psychomotricité des enfants autistes, des enfants souffrant de troubles des fonctions motrices, cognitives ou mentales et des troubles spécifiques du langage. Il vise également à appuyer le MENFOP dans des domaines pointus de la formation professionnelle. Enfin, il permettra également d'apporter une expertise en matière d'éducation physique et sportive, notamment dans l'enseignement de la natation au primaire. La cérémonie de signature de cet accord cadre entre les deux ministères a vu la participation de notre ambassadeur à Cuba, Nasser Mohamed Ousbo, et à l'issue de la signature, les deux ministres ont donné une conférence de presse devant les médias cubains au cours de laquelle ils ont fait part de leur détermination commune à œuvrer ensemble pour renforcer la coopération éducative et relever les défis communs pour réaliser une éducation qui réponde aux besoins des apprenants et aux aspirations de nos sociétés communes. Dans l'actualité également, l'ambassadeur du serviteur des deux saintes mosquées à Djibouti, Faisal Ben Sultan Al-Qabani, a organisé une réception officielle hier soir au Djibouti Palace Kempinski à l'occasion de la 92e fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite. Cet événement qui a vu la participation notamment du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, de plusieurs membres du gouvernement, des corps diplomatiques à Djibouti, avec à leur tête le doyen des corps diplomatiques, Abdallah Moussallam Al-Soukhatri, et les représentants des systèmes des Nations Unies, ainsi que plusieurs personnalités civiles et militaires. L'occasion comprenait des activités culturelles et artistiques qui reflètent le patrimoine riche du royaume frère saoudien. Cette soirée a été l'occasion pour les participants de saluer les grands progrès réalisés par le royaume dans divers domaines sous la houlette du roi Salman bin Abdulaziz et du prince héritier Mohammed bin Salman. Ils ont également salué les solides relations fraternelles entre Riyad et Djibouti qui connaissent un développement constant année après année.
Et dans un discours prononcé lors de cette cérémonie, l'ambassadeur saoudien à Djibouti a exprimé ses remerciements et sa gratitude donc à tous les participants pour avoir accepté l'invitation, soulignant la grande importance de la fête nationale saoudienne qui est célébrée dans sa 92e édition. L'ambassadeur Faisal Ben Sultan a salué les solides relations fraternelles existant entre les deux pays frères, la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Il a affirmé l'importance des efforts distingués du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et de son gouvernement pour soutenir pleinement les positions du Royaume sur les questions régionales et internationales. Et de son côté, le chef de la diplomatie djiboutienne, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé ses sincères félicitations aux serviteurs des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud et à son prince héritier Mohammed bin Salman, ainsi qu'au peuple saoudien à l'occasion de la 92e fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite. Les liens solides et distingués entre les deux pays frères, a indiqué le ministre, est lié à une histoire commune et à un échange commercial et culturel ancien qui a abouti à un héritage fondé sur une vision commune et des intérêts mutuels au service de nobles objectifs de sécurité. À l'issue de son discours, le ministre a renouvelé les félicitations au Royaume d'Arabie Saoudite, de ses dirigeants et de son peuple à l'occasion de ce 92e anniversaire du Royaume d'Arabie Saoudite. Le Transnational Red Sea Center, une initiative suisse conjuguant science et diplomatie en faveur de l'étude et de la préservation des coraux de la mer Rouge, refuge corallien le plus prometteur au monde, vient d'achever le 28 septembre une mission scientifique de 12 jours dans le golfe de Tadjoura en collaboration avec ses partenaires djiboutiens et soudanais. Avec le soutien du ministère de l'Environnement et du Développement durable et la participation de l'Université de Djibouti et du Centre d'études et de recherche de Djibouti, ainsi que de l'Université de la mer Rouge à Port-Soudan, cette mission pluridisciplinaire a permis d'observer la parfaite santé des récifs en plusieurs endroits du littoral malgré une température de l'eau à son quasi-maximum annuel. Et pendant 12 jours, la mission a rassemblé une équipe multinationale comptant, outre des chercheurs et étudiants de plusieurs laboratoires, de l'EPFL, des enseignants, techniciens et étudiants de l'Université de Djibouti, du CERD, ainsi que de l'Université soudanaise. Tous les résultats de la mission seront mis à disposition des autorités et des partenaires académiques de Djibouti dans un esprit de partage et des connaissances ainsi accumulées. D'ailleurs, Transnational Red Center, qui s'organise sur le truc de corail et l'océan et la mer, et ils ont pris 2 étudiants. On est parti avec eux, on est resté durant 2 semaines dans le bateau Delphine Express et on est parti, on a visité plusieurs sites. Obok par exemple, à Tadjoura, Il Moucha, Arta, Goubet. On est parti plusieurs sites et dans plusieurs sites on a cartographié, on a récupéré des données ADN du milieu et on a cartographié l'océan, le corail et après on a aussi identifié le corail présent et tout ça. Et aujourd'hui, c'est la fin de cette expédition et j'espère que grâce à toutes ces pratiques acquises, j'espère que je vais le mettre en service de mon pays. Écoutons à présent l'intervention du chef de la mission et chercheur de cette mission également. On est en train de finaliser en fait l'expédition du Transnational Red Sea Center à Djibouti et en mer Rouge. On a commencé auparavant donc cette année en Jordanie et en Israël et maintenant on vient de terminer notre mission à Djibouti où on a étudié donc l'état de santé des récifs coralliens de Djibouti dans tout le golfe de Tadjoura et dans le lac de Goubet, en commençant en Djibouti, en allant aux îles Moucha Maskali, puis Arta, puis lac Goubet, Tadjoura et Obok. Et notre intérêt c'était vraiment d'essayer de comprendre comment les récifs se portent, quel est l'état de résistance face au réchauffement climatique de ces récifs, mais aussi quel type de nouvelles menaces en termes de pollution pèsent sur ces coraux. Et ce que l'on a fait, c'est amener de nouvelles technologies qu'on a développées au sein de l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse et essayer de former et de partager ces méthodes avec les communautés scientifiques locales de Djibouti, notamment l'Université de Djibouti, mais aussi les membres du CERD et nos collaborateurs donc, au sein du gouvernement et du ministère de l'Environnement. On a donc fait 2 semaines de missions scientifiques en collaboration avec ces différents partenaires, avec des collègues qui viennent du Soudan, l'Université donc, de Port-Soudan, avec nous. Et au sein de ces 2 semaines, on a constaté donc, un état de santé excellent des récifs du golfe de Tadjoura de Djibouti. Et donc, on va procéder ensuite à l'étape d'étude et d'analyse des échantillons ultérieurement.
Et également la doyenne de la faculté de sciences de l'université de Djibouti accompagnait cette mission. Je vous propose d'écouter ses propos. Mission qui a duré du 16 au 28 septembre a impliqué des enseignants-chercheurs et des étudiants de l'université de Djibouti. C'est une première mission qui fait partie d'une série d'expéditions scientifiques qui ont pour objectif de comprendre le fonctionnement des récifs coralliens de la mer Rouge et de Djibouti, parce qu'une des particularités de ces récifs coralliens, c'est de résister au réchauffement climatique. Leur blanchissement est ralenti ou bien il est quasiment inexistant. Donc il s'agit de comprendre comment fonctionnent ces récifs coralliens qui jouent vraiment un rôle très important, et la participation des partenaires djiboutiens, que ce soit le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le Centre d'études et de recherche de Djibouti et l'Université de Djibouti avec ses enseignants-chercheurs et surtout ses étudiants, parce qu'il est important de sensibiliser les étudiants qui constituent l'avenir de notre pays et notre richesse, de les sensibiliser au fait que nous avons vraiment des écosystèmes d'exception, des récifs coralliens qui sont des indicateurs de changement climatique, mais qui, eux, résistent vraiment au changement climatique. Donc c'est important qu'ils sachent qu'il est important de préserver ces récifs coralliens, et par le biais de transfert de compétences notamment. Notre participation à cette expédition, ça va nous permettre justement d'acquérir cette expertise d'analyse des échantillons, de cartographie en 3D ou encore d'analyse génomique pour identifier et déterminer la biodiversité de ces récifs coralliens, pour espérer à long terme de développer ici même une station d'observation des récifs coralliens. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, faisant suite à de multiples plaintes émanant des services d'intérêt public et axées sur le vol des dalles de regard, les gendarmes du service de recherche et développement ont mené une opération d'envergure sur le marché des ferrailles. En effet, dans leur quête d'argent facile, certains délinquants n'hésitent pas à subtiliser les dalles de regard d'assainissement, de conduites d'eau et des câblages téléphoniques pour les revendre sur les marchés de la ferraille. Or, à leur grande méconnaissance, ces dalles sont faites essentiellement à base de fer, lequel n'a aucune valeur sur le marché, ce qui les oblige à s'en débarrasser après un effort important pour commettre leur forfait, mais aussi pour leur transport. À noter que non seulement il s'agit d'une infraction pénale, mais aussi d'un risque grave pour les piétons qui peuvent tomber dans ces regards sans dalles, et ce surtout en période de pluviale où elles ne sont plus visibles. Le haut commandement de la gendarmerie profite de cette occasion pour rappeler les conséquences graves qui peuvent en découler quant à la soustraction de ces dalles, et réaffirme l'engagement de ces unités judiciaires dans le cadre de la lutte contre ce fléau. Actualité internationale, à présent aux États-Unis, l'ouragan Ian a provoqué des inondations catastrophiques en Floride. Le puissant ouragan Ian a balayé la Floride. Ses vents violents et ses pluies torrentielles ayant déjà causé des inondations. Un commentaire de Fardous Hussein. Aux États-Unis, l'ouragan Ian provoque des inondations catastrophiques en Floride. Près de 2 millions de foyers étaient privés d'électricité hier soir, principalement autour de la trajectoire de l'ouragan. Plusieurs comtés situés près de l'endroit où Ian a touché terre étaient presque entièrement sans courant. La ville de Punta Gorda a ainsi plongé dans l'obscurité toute la nuit. Seuls quelques bâtiments équipés de générateurs restaient illuminés. Quelques heures plus tôt, la ville avait connu un bref répit en se retrouvant dans l'œil de l'ouragan. Mais les bourrasques et la pluie sont revenus encore en plus en force, en renversant panneaux de signalisation et emportant morceaux de toit et branches d'arbres. Dans la ville de Fort Myers, les inondations étaient si importantes que certains quartiers ressemblaient à des lacs. Dans cette localité côtière, avec la montée des eaux, les requins ont été aperçus de ce qui était avant une route. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.